feel. Everybody wanna see what it's like. Leaving in the beat path. I don't mind. Me and Missy is so endless. The bliss will make you money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legal Club Sandwich, 62e du nom. Je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis de la Licorne Ledger. Je suis aussi cofondateur de l'Alliance d'avocats européenne & Co. On est présent en Italie, Allemagne, Espagne et Grande-Bretagne. Et puis, je suis aussi avec mon acolyte de toujours, cofondateur du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, le réseau des juristes en start-up et dans la tech que j'ai cofondé avec Audrey, ici présente. Et aujourd'hui, on est plus de 600 membres de juristes de la tech présents dans le Fleet Network. Et eh bien, vous le savez, si vous suivez Legal Club Sandwich fréquemment, et si c'est la première fois, ben, on va vous l'apprendre. Nous sommes toujours 3 chroniqueurs pour animer l'émission. Donc, je suis accompagné, comme toujours, de Audrey, dont je viens de parler, qui est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien dans les startups que dans les groupes du CAC 40. Et puis, un petit peu dans tous les domaines, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Audrey, après cette présentation, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben, je vais très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Ravie de vous retrouver, chers auditeurs, et puis de retrouver Lyndia et notre super invitée du jour que tu vas nous présenter très bientôt. Absolument. Avant que je continue et que je parle de l'India, justement, peux-tu nous dire le thème de ta chronique qui interviendra après l'interview de Michel aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, je vais vous parler du directeur juridique. Pourquoi et comment le recruter? Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ok, eh ben, un sujet passionnant à venir. Et puis, eh bien, ma deuxième acolyte, ma deuxième drôle de dame, c'est Lyndia Le Sauvage. C'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Elle accompagne les directions juridiques, mais en fait, toutes les directions d'entreprise. C'est une experte du process comme modèle, dont on a parlé dans beaucoup d'autres émissions. Donc, si vous n'êtes pas au courant, eh bien, c'est l'occasion de regarder les précédents épisodes. Et puis, elle anime aussi une formation que j'ai eu la chance de faire, qui est exceptionnelle, au Théâtre des Variétés, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur présentation et leur prise de parole. Voilà, ça, c'est pour en savoir plus sur Lyndia. Lyndia, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci Pierre. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs et enchantée de découvrir Michel aujourd'hui qui va nous apprendre plein de choses. Et du coup, toi, de quoi vas-tu parler dans ta chronique tout à l'heure ? Alors pour faire suite à la chronique de la dernière émission où on parlait des émotions, aujourd'hui on va parler des émotions de substitution. D'accord, les émotions de substitution, ça m'intrigue. Donc, j'ai hâte de savoir tout ça. Et donc, ça fait 2 fois qu'on le mentionne. Aujourd'hui, donc, eh bien, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Michel Leclerc, qui a choisi comme titre pour sa chronique « Intelligence artificielle plus fort que le droit ». Alors, Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Merci Pierre, en pleine forme. J'ai hâte de partager mes opinions et ma vision sur le sujet et d'échanger avec vous lors des questions. Alors, c'est un sujet effectivement particulièrement chaud dans lequel on va rentrer dans un instant. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Avec plaisir. Je suis avocat, associé du cabinet Parallèle Avocat que j'ai fondé en 2017 avec Arthur Midran et Jérémy Aflalo. La spécificité de notre cabinet, c'est d'être un cabinet dédié au conseil et à la défense d'entreprises technologiques et donc d'acteurs qui commercialisent, vendent de la technologie. Et c'est ça le cœur de notre activité. Et on a parmi nos clients des entreprises qui sont en fait des grands groupes cotés en France ou à l'étranger, mais aussi de très jeunes projets technologiques, des startups qui sont dans le domaine technologique et innovant. Ok, je pense qu'Audrey a mis, si ce n'est déjà le cas, elle va le faire dans un instant, on va mettre le lien vers ton cabinet pour que nos auditeurs puissent, s'ils le souhaitent, en savoir plus. Alors, donc aujourd'hui, on a parlé donc, du titre, l'intelligence artificielle plus forte que le droit. On aime bien poser cette première question à tous nos invités, Michel.
quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs? Pourquoi est-ce que tu as choisi l'intelligence artificielle plus forte que le droit? Eh ben, j'ai choisi ce titre parce qu'il permet de passer deux grands messages. Et je précise que c'est un titre avec un point d'interrogation. Hein. C'est est-ce que l'intelligence artificielle est plus forte que le droit? Et pour moi, c'est une bonne manière d'abord démystifier le sujet, c'est-à-dire d'essayer de faire passer le message. Et j'espère que je vais y arriver, que pour un juriste, c'est un sujet qui est accessible avec le raisonnement juridique. Et aussi de montrer qu'il y a déjà beaucoup de travail et que, entre guillemets, il ne faut pas attendre d'être remplacé par les robots pour se mettre au travail, parce qu'en fait, cette menace-là, elle est paralysante et elle n'existe pas vraiment. Parfait. Eh bien, on va commencer par le début. Moi, j'aime beaucoup ton message général, Michel, qui est rassurant. Alors, du coup, comment est-ce que tu nous proposes d'arriver à cet objectif? Par où est-ce qu'on commence? Je voulais commencer par un exemple, justement pour cette première démarche de démystification du sujet, parce que moi, la semaine dernière, sur LinkedIn, que vous connaissez tous, j'ai reçu un message, comme on en reçoit tous régulièrement, qui me demandait si je pensais que mon métier allait être remplacé par l'IA. Donc, c'est ce qui donne un petit peu le ton des discussions autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui sont chargées de récits, chargées de références historiques, et évidemment, en plus, accélérées par le discours et le propos médiatique qui en fait des choses assez explosives et donc qui peuvent être paralysantes. Donc, pour démystifier, en fait, si vous, au lieu de vous dire intelligence artificielle, qui est le mot commun, je disais système algorithmique d'aide à la décision, je suis sûr que tout de suite, j'écarterai le sujet de ces thématiques polémiques. Et c'est en fait cette terminologie de système algorithmique d'aide à la décision, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France qui recommande à tout le monde qu'elle recommande d'utiliser, parce qu'en fait, ça démystifie le sujet, ça le rend moins technique. Ça le rend moins plutôt polémique, ça le rend plus technique, et ça permet aussi de mettre un mot sur ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Le moteur de l'intelligence artificielle, c'est un algorithme, c'est un système algorithmique, c'est de l'informatique, et il ne s'agit pas de quelque chose qui a sa propre existence autonome et qui d'ores et déjà existe en tant qu'intelligence artificielle dans une sorte de nuage menaçant qui pèserait sur nous. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je veux faire passer, c'est qu'il ne faut pas se laisser aveugler quand on est juriste, parce que c'est vraiment dans cette optique-là que je m'adresse aux auditeurs. C'est l'intelligence artificielle est déjà appréhendée par le droit. Il y a déjà du travail, il y a déjà comme on dit chez nous les avocats, il y a des dossiers, il y a déjà des missions, il y a déjà des contentieux. Et on a déjà un ensemble de régimes juridiques qui s'y appliquent, des régimes juridiques en construction qui vont s'y appliquer de manière proche. Et en réalité, on peut déjà se mettre au travail et assumer que quand on est juriste, on travaille avec des règles qui sont en retard par rapport au progrès technique. Ça a toujours été le cas. On s'est posé des questions au moment de l'arrivée des voitures à la fin du 19e et au début du 20e, en pensant que notre système juridique allait exploser, parce qu'en fait, on ne savait pas ce que c'était et on ne savait pas quelles règles mettre en place pour appréhender cette révolution industrielle dont la voiture était un des exemples. Et la nouvelle révolution industrielle d'aujourd'hui, moi j'en suis convaincu, et chez Parallèle, on en est convaincu, c'est qu'on est en train de vivre une révolution industrielle et l'intelligence artificielle, les plateformes, les données en sont l'un des cœurs. Et ben, elle va aussi rebattre les cartes, mais le juriste a des notions et des techniques de raisonnement qui n'ont perdu aucunement de leur pertinence. Et c'est pour ça qu'il faut se saisir du sujet et rentrer dans le vif, parce que il faut pas faire de ce sujet de l'intelligence artificielle un sujet trop lointain, ni une sorte de totem, une sorte d'idée que c'est trop compliqué pour moi, je comprends pas très bien ce qu'il y a dedans. Oui, effectivement, il y a peu de monde qui comprend réellement comment fonctionne un système algorithmique, comment fonctionne une IA générative, qui est capable de la développer et de la contrôler informatiquement. Ça, c'est vrai.
Mais en fait, en tant que juriste, on peut démonter ce totem, on peut l'analyser pour ensuite le reconstruire et réfléchir ensemble en collectivité aux règles qu'on aimerait qui les régissent. Parce qu'en fait, c'est comme ça que fonctionne le droit, c'est de mettre un peu d'ordre et rendre acceptable des choses nouvelles pour qu'elles permettent à la société de fonctionner. Alors, Michel, justement, sur un sujet aussi complexe, est-ce que tu pourrais nous définir, toi, ce qu'est l'intelligence artificielle? Oui, je vais partir d'une définition très générique qui emprunte un petit peu à toute la littérature sur le sujet, aussi au règlement qui s'appelle le règlement sur l'intelligence artificielle, l'AI Act, comme on dit, qui est un des textes fondamentaux dont on va parler. En fait, c'est un système logiciel, donc en fait, c'est des algorithmes qui imitent des caractéristiques de l'intelligence humaine. Pour tout de suite aller vers un exemple, c'est ce qui frappe quand on utilise ChatGPT pour la première fois, c'est qu'en fait, on demande à une interface technologique de faire des choses qu'on demanderait habituellement à son collègue de travail, à son chef, à son stagiaire. Et c'est ça qui frappe dans l'intelligence artificielle, c'est cette espèce d'apparence de production de décision ou de contenu, quel qu'il soit, qui rapproche la machine de l'humain. Et donc, c'est des systèmes qui permettent l'intelligence artificielle, c'est des systèmes informatiques qui apprennent, donc qui comprennent des règles et qui les mettent en œuvre tout seuls. C'est des systèmes qui peuvent raisonner, donc qui peuvent en fait, à partir de certaines instructions et de situations qu'ils voient et qui permettent de reconnaître des choses et reconnaître des effets à appliquer à ces choses. C'est des systèmes qui sont aussi capables de se corriger et d'apprendre tout seuls, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de systèmes, par exemple, d'apprentissage qui sont parfois supervisés par un humain, ils savent reconnaître ce qui, dans leurs décisions passées qu'ils avaient apprises, était une erreur. Par exemple, ils ont pris un chat pour un ours en traitant des images. Et ben la prochaine fois, il y a de fortes chances que cette image, ou des images similaires de chats, ils ne les prendront plus pour des ours. Donc c'est cette définition très générique qui permet de rentrer dans le sujet et les autres alternatives pour définir, ce serait système algorithmique, pour reprendre ce que je disais en introduction, c'est-à-dire, en fait, c'est un ensemble d'algorithmes qui produisent des effets et qui prennent des décisions et qui classent du contenu. Donc, en fait, c'est un logiciel, une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, vous, dans vos organisations, donc je m'adresse aux auditeurs, quand vous mettez en œuvre ChatGPT au sein de vos organisations ou d'autres logiciels comme Bard ou DALL-E par exemple, Midjourney, vous devenez client d'un système logiciel. Et donc en fait, c'est comme si vous deveniez client de Microsoft ou alors d'un autre type d'entreprise. Et en fait, quand vous les mettez en œuvre, vous avez affaire à un système algorithmique. Ce qui est aussi important d'avoir à l'esprit, et c'est aussi ça qui impressionne au sujet de l'intelligence artificielle, c'est qu'on la voit partout, et on la voit aussi dans l'administration, dans la relation entre le public, dans la relation, disons, publique, pardon, entre l'administration et les administrés. Parcoursup, que tous ceux qui ont dans leur entourage des bacheliers connaissent, c'est un système algorithmique d'affectation des bacheliers qui terminent leur parcours scolaire au lycée dans l'enseignement supérieur, qui fonctionne sur la base d'un système algorithmique et qui a été beaucoup discuté et qui a donné lieu à des contentieux en France il y a quelques années. Donc, en fait, c'est déjà ancien. C'est pour dire que… C'est un peu le grand-père, ce type de l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, ce genre de système, en fait. C'est ça, c'est les prémices. On peut le voir comme un exemple ancien, effectivement, qui permet d'avoir une version bien sûr simplifiée par rapport à ChatGPT. La puissance de l'outil n'est pas du tout la même, mais de voir que ça a été utilisé dans une relation entre l'administration et les administrés, et que
à l'avenir, il y a de fortes chances que ça le soit encore davantage pour plein d'autres choses. Par exemple, le renouvellement d'un titre d'identité, des autorisations administratives pour tel ou tel sujet, pour des entreprises ou pour des personnes. En fait, on voit la puissance que ça peut avoir à partir de données entrantes, ce que l'administration peut faire d'efficace. Même si évidemment derrière, et à ce sujet-là, c'est très intéressant, Parcoursup évidemment a été accusé de perpétuer d'avoir des biais en fait, de perpétuer des inégalités sociales, de ne pas être transparent du tout. Vous avez déjà dans le code des relations entre le public et l'administration, qui est un texte de droit français, des règles qui gouvernent la relation entre l'État intelligence artificielle ou l'État technologique, l'État plateforme, comme on dit parfois, et les administrés, avec des droits pour les personnes comme vous et moi qui feraient l'objet de décisions ou de traitements automatiques par l'État. Donc ça c'est un exemple. Et d'ailleurs, le président Biden a rendu ce qu'on appelle un executive order en anglais, donc en fait une décision, une directive à l'échelle nationale américaine qui invite toutes les administrations, donc en fait tous les États fédérés des États-Unis, à développer sous contrôle de l'administration des outils d'intelligence artificielle pour administrer. Donc en fait, on voit là aussi tout le potentiel de ce que c'est que l'intelligence artificielle au-delà du côté business, B2B ou B2C. Vous avez aussi le côté administration et relations entre le public et l'administration. Pour revenir à l'intelligence artificielle, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour dépasser le côté je suis utilisateur de ChatGPT, c'est rigolo, je vais demander de me donner une recette de tarte tatin et en fait il a raconté n'importe quoi. En fait, on se rend compte que dans les usages, et je pense que vous auditeurs vous l'avez vu dans vos entreprises, ces outils-là sont des outils d'une grande puissance dès aujourd'hui, et ils sont dès aujourd'hui utilisés, je suis sûr, au sein de vos organisations, et tout le monde s'en sert au travail. C'est-à-dire que en fait intégrer un morceau d'intelligence artificielle, par exemple, quand on est un éditeur de jeux vidéo et qu'on est en train de développer un jeu et que on a besoin d'une image, une des énièmes images, d'une image d'un château, par exemple, un château dans un beau paysage style Renaissance, on peut demander à Midjourney de nous le produire. On va peut-être l'introduire dans notre jeu dont on est l'éditeur. Et par ailleurs, on va demander à ChatGPT de nous créer des dialogues entre des personnages dans le jeu qu'on est en train de développer, on va les intégrer. Et en fait, tout ça illustre bien la puissance de ces outils. Et je pense pour vous aussi, maintenant que je le dis, tout un tas d'enjeux juridiques qui a en sous-jacent, parce qu'en fait, intégrer du contenu Midjourney dans un jeu dont on est l'éditeur et qu'on va vendre à nos propres clients qui seront peut-être pas informés que dans le jeu qu'ils achètent, il y a du contenu généré par une intelligence artificielle. Il y a tout un tas d'enjeux qui vont se poser. Et ça permet de voir toute cette diversité des sujets qui existent déjà. Et ça, c'est mon message, c'est un des deux messages. C'est que dès maintenant, il y a des sujets contractuels, des sujets de conformité qui se posent aux organisations, et pas seulement à OpenAI ou Google. OpenAI et Google, évidemment, ils éditent un outil d'intelligence artificielle. Mais nous tous, qui en sommes les utilisateurs, et surtout vous, les entreprises technologiques qui ne sont pas forcément des acteurs de l'intelligence artificielle pure, vous avez des relations contractuelles ou en tout cas un sujet à appréhender du point de vue de l'usage des logiciels d'intelligence artificielle. Et justement, Michel, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas que ChatGPT, il y en a déjà partout, même avec l'administration, pour les entreprises. Et du coup, ça touche aussi le quotidien de beaucoup de juristes, et il y a déjà du droit déjà impliqué dans tous ces sujets-là. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer comment approcher tous ces sujets de manière juridique quand on est juriste? Avec plaisir. Je pense que quand on est juriste, donc je dis juriste au sens très large d'avocat ou juriste d'entreprise, ou même une personne dans le domaine académique, il faut accepter que c'est un sujet global, et de toute façon, ça se voit tout de suite quand on réfléchit avec un esprit juridique à ce sujet. On voit qu'il y a des sujets en droit des données personnelles, en droit de la propriété intellectuelle, en droit des contrats, en contentieux, en droit pénal. Et donc, en fait, ça dépasse un seul corpus juridique. En fait, c'est un sujet global, c'est un sujet de risque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet où il faut
savoir hiérarchiser les risques. Et pour savoir les hiérarchiser, évidemment, il faut accepter de faire l'effort de cartographier. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a partagé un document, un one-pager pour les directions juridiques sur un peu les réflexes à avoir à ce sujet, parce qu'en fait, c'est ce genre de sujet où, un peu comme en matière de droit des données personnelles, si vous ne savez pas ce que vous faites en interne, ce que font les collaborateurs, ce que fait chacun à titre privé ou au travail avec ces outils-là, vous allez pas avoir une vision des risques cohérente et complète. Donc en fait, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet de risque. Et au-delà de ce sujet de risque, il faut accepter de sortir un peu des discussions de comptoir à ce sujet aussi. Donc là, je vais revenir, je vais utiliser le mot dilemme du tramway. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça a été renommé en dilemme de la petite fille et de la vieille dame, qui est qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle si une voiture Tesla autonome est face au choix d'écraser une petite fille ou une vieille dame, évidemment avec toutes les questions éthiques qui se posent. Et en fait, cette question-là, qui est évidemment passionnante d'un point de vue philosophique, elle a très peu d'intérêt pour nous, juristes, pour appréhender la question, parce qu'en fait, ça pose la question de qui est responsable. Il y a des sujets éthiques, et c'est pas en répondant à cette question qu'on va vraiment savoir comment réglementer, comment réguler l'intelligence artificielle. Donc c'est un petit peu le bon mot que je vous donne, hein, c'est de dépasser ce dilemme du tramway pour ne pas se poser la question de qui devrait être responsable de quoi, parce qu'en fait c'est des questions qui sont des questions à effet d'escalier où on peut remonter. On peut remonter à Dieu si on y croit sur qui est responsable de quoi, et ça ne mène pas vraiment les juristes à bien défricher le sujet. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est plutôt qu'est-ce que j'utilise comme outil, quels sont donc les moteurs. Moi, j'appelle ça les moteurs, mais en fait, c'est qu'est-ce que je fais tourner comme intelligence artificielle moi-même en tant qu'éditeur ou moi-même en tant que client d'un éditeur, en tant que client de OpenAI, en tant que client de Midjourney, en tant que client de DALL-E, par exemple. Et donc, il y a cette méthode qui est classique de regarder un peu ce qui rentre et ce qui sort, puisqu'en fait, un logiciel, c'est des flux entrants traités par un moteur et qui deviennent des données en sortie. Et donc, en fait, en tant que juriste, on peut utiliser cette méthode pour analyser ça et regarder un peu quels sont les enjeux juridiques au niveau de l'entrant, au niveau du moteur et au niveau du sortant. Peut-être pour passer rapidement sur le moteur, parce qu'en fait, le moteur, c'est principalement une question qui se pose uniquement à un nombre limité d'acteurs, qui sera de plus en plus nombreux, mais c'est ceux qui éditent des solutions d'intelligence artificielle. Donc, c'est Google, Amazon, ou Microsoft ou OpenAI et tous les autres acteurs qui sont en fait, ou Copilot par exemple, qui sont des acteurs qui doivent se poser la question de la redevabilité, de la manière dont ils sont transparents sur comment fonctionne leur outil et qui doivent être capables évidemment de savoir ce qui se passe dans leur outil, de donner un peu des clés sur la boîte noire, comme on appelle ça parfois, ce côté boîte noire du moteur et de l'intelligence artificielle. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, ce sujet-là du moteur, il est moins intéressant pour le public général et pour tout le sujet. Ensuite, sur l'entrant, il y a d'abord le sujet sur les contenus, évidemment, qui sont utilisés par l'intelligence artificielle, parce que ChatGPT n'est intelligent qu'à mesure des données qu'il traite et de l'absorption massive de données qu'il fait pour être capable de créer un poème, de parler de quelqu'un, d'inventer un texte, de générer, par exemple, un rapport annuel pour une société. Évidemment, tout ça, pour pouvoir le produire, pour que la machine le produise, elle doit avoir des données en entrée. Évidemment, ce sujet des données, pour parler rapidement d'un des grands sujets, c'est évidemment un sujet de propriété intellectuelle, de droit sur les contenus. Tout récemment, vous avez Scarlett Johansson, comédienne que tout le monde connaît, qui a, semble-t-il, c'est un article de presse, initié un procès contre une entreprise et qui édite une intelligence artificielle qui l'a fait parler et qui la montre dans une vidéo
alors que c'est pas elle qui parle et qui bouge dans la vidéo en réalité. Et donc, c'est une atteinte en droit américain, enfin, ce serait une atteinte en droit américain à son droit à la vie privée, privacy right, on dit en anglais, qui est en fait le droit à l'image en France. Et elle a initié une action contre cette entreprise-là. Ça, c'est un exemple de sujet de droit de la propriété intellectuelle au sens large, droit des personnes appliquées à l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez le droit des données personnelles. Michel, pardon de t'interrompre, Oui. juste pour poursuivre au-delà de Scarlett Johansson, il y a aussi, on voit très souvent, je pense qu'on a tous entendu parler aussi de ceux qui, grâce à un outil, en fait, font chanter en fait des chansons à aussi des personnalités politiques justement. Voilà, si je vous encourage à les regarder, c'est assez amusant pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pardon, petite parenthèse, mais pour l'anecdote était évidemment très importante et très parlante. Bien sûr, et c'est vrai que c'est très drôle ces vidéos-là, effectivement, et c'est évidemment frappant, ça pose problème aux personnes qui sont représentées là, parce qu'en fait, la frontière entre le vrai et le faux est parfois impossible à tracer. Ensuite, il y a le droit des données personnelles, évidemment, puisque si on va traiter des données, dans les données qu'on traite, il y a nécessairement des données personnelles, c'est une notion très large, et donc vous devenez quand vous intégrez un outil d'intelligence artificielle dans votre organisation, vous devenez, vous initiez un nouveau traitement de données en fait, et donc vous devez avoir un certain nombre de réflexes puisque vous traitez des données de personnes qui ont des droits sur ces données. Vous faites peut-être de la collecte indirecte de données dans certaines conditions. Vous avez peut-être l'obligation dans votre registre relatif aux données personnelles d'ajouter un nouveau sous-traitant, et c'est même sûr, puisque ChatGPT vous permet de traiter d'autres données personnelles auxquelles vous n'aviez pas accès. Donc ChatGPT est votre sous-traitant au sens du droit des données personnelles. Et donc vous avez tout un tas d'enjeux en droit des données personnelles et en droit des bases de données. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est que lorsque vous utilisez ChatGPT, vous pouvez en fait indirectement utiliser des données qui ont été scrappées ailleurs et donc qui ont peut-être été obtenues illégalement par l'outil d'intelligence artificielle que vous avez utilisé. Et ce faisant, vous avez peut-être indirectement, et en tout cas l'éditeur du logiciel directement, porté atteinte à des droits de créateurs de bases de données, ce qui évidemment peut être un enjeu et ce qui doit être traité dans vos contrats, par exemple, votre contrat avec tel ou tel fournisseur de solutions d'intelligence artificielle. Pour ensuite passer, donc une fois que j'ai fait l'entrant, je passe au sortant. J'ai obtenu un super texte, j'ai obtenu une super vidéo. Qu'est-ce que le droit dit sur justement ce sortant, ces données sortantes? Vous avez un sujet sur l'auteur du contenu. En fait, est-ce que une intelligence artificielle peut avoir un droit d'auteur? Ça, c'est la question très générique, mais on peut partir de l'exemple de Zarya of the Dawn, qui est en fait une œuvre, une bande dessinée, donc avec des images et du texte, qui a fait l'objet on va dire, d'un contentieux au sens large aux États-Unis, au terme duquel l'autorité, l'US Copyright Office, a considéré que une bande dessinée dont les images ont été générées par un outil d'intelligence artificielle, mais qui a été rédigée par les mains d'une auteure qui est une personne physique, donne des droits d'auteur à cette personne physique uniquement sur le texte, mais pas sur les images qui ont été générées par une intelligence artificielle. La question, elle pourrait être différente pour d'autres types de logiciels utilisés, mais ça nous montre la question qui se pose sur qu'est-ce que je fais de ces données, comment est-ce que j'utilise un outil d'intelligence artificielle. Et si on va même plus loin, et ça c'est assez prospectif, mais c'est l'usage même de ChatGPT peut être très créatif. Vous avez toutes et tous des amis qui ont dû utiliser ChatGPT d'une manière très rigolote, et peut-être que l'usage même fait de l'intelligence artificielle peut signer une certaine originalité propre à son auteur et signer en fait un droit d'auteur sur la méthodologie utilisée et l'usage de cet outil. Donc, comme l'usage d'un pinceau, vous avez l'usage d'une intelligence artificielle.
Donc, ça, c'est des questions qui sont absolument passionnantes. Vous avez la question du régime de responsabilité, évidemment, qui se pose sur qui est responsable de quoi et quelle est la responsabilité primaire et secondaire en la matière. Et donc, voilà un petit peu le panorama générique de la méthodologie, parce que en regardant l'entrant, le sortant et le moteur, on voit bien qu'on a déjà pas mal de sujets et que chacun peut reconnaître dans son organisation en tant que juriste des usages qu'il fait ou qu'il ne fait pas, et donc des questions à se poser ou à pas se poser. Alors justement, Michel, et je vois l'heure qui tourne, alors il va falloir qu'on fasse attention parce qu'on a les chroniques et il y a des questions en plus qui fusent dans le chat et je sais qu'Audrey et India ont aussi quelques questions, on les posera après vos chroniques. Je vais t'en poser une dernière avant qu'on passe aux chroniques. Et si tu peux donner les grands éléments de réponse. Donc on est juriste, tu viens de nous dire tout ça. Quels sont les premiers éléments de réponse à toutes ces questions que tu soulèves, que tu peux donner à nos auditeurs, Michel? Eh bien, pour tenir compte de notre temps, du temps contraint qu'on a, je vais aller directement au règlement sur l'intelligence artificielle, qui est un texte intéressant parce que il a commencé avant l'arrivée, il y a un an, de ChatGPT dans le débat public, et il est en cours de finalisation à l'échelle de l'Union européenne. Il va s'appliquer directement dans l'Union européenne, un peu à la manière du RGPD pour les données personnelles. Et il adopte cette approche par les risques dont je parlais, avec en réalité, en fonction du fonctionnement de l'intelligence artificielle et des risques qu'elle pose, de la magnitude des données qui sont traitées ou par exemple des types d'usages qui en sont faits, des interdictions de principe, des autorisations avec tout un ensemble d'obligations ou des obligations d'information allégées. Donc, par exemple, vous avez cette notion de système d'intelligence artificielle à haut risque qui est en cours de définition. Et si vous éditez un système d'intelligence artificielle à haut risque dont pourrait faire par exemple partie ChatGPT dans certains contextes, eh ben, vous avez un certain nombre d'obligations en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant qu'éditeur, donc celui qui met sur le marché ces systèmes-là, à la fois en matière de transparence, d'information, un peu comme les plateformes de mise en relation, les marketplaces en ont aujourd'hui vis-à-vis de leurs utilisateurs. Et donc, lire ce texte en détail et regarder la manière dont il s'applique à vous en tant qu'éditeur ou en tant qu'utilisateur, c'est, je pense, un premier bon réflexe. Toujours garder à l'esprit que le cadre, il est en cours de construction, donc avoir une veille juridique sur le sujet, c'est fondamental. Nous, c'est ce qu'on a au cabinet et c'est ce que vous avez sans doute toutes et tous sur d'autres sujets. Il faut le faire sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il faut lire ces sujets et il faut vraiment avoir à l'esprit que dès aujourd'hui, vous avez sans doute un sujet de cartographie des risques, des guidelines internes à construire, une charte relative à ces sujets à construire, si ce n'est déjà fait, mais aussi des contrats à relire avec ces éditeurs, peut-être des éditeurs dont l'utilisation devra être interdite en interne, parce qu'on considère que c'est trop dangereux, parce qu'on peut, par exemple, si on est si on est quelqu'un qui fait du code, qui vend du logiciel, et qu'on utilise par exemple Copilot et GitHub, et qu'en fait on se fait aider par Copilot pour écrire du code, on va avoir peut-être un sujet de droit d'auteur sur le code. On a aussi un sujet de confidentialité des données qu'on donne à ces éditeurs. Et donc, il faut se poser ces questions-là et dire définitivement que non, l'intelligence artificielle n'est pas plus forte que le droit. Et dis-moi, Michel, juste une question. La directive, on a une idée du timeline, quand est-ce qu'elle va sortir? Dans les 2 prochains mois, on devrait avoir une version finale. On est au stade des trilogues de ce règlement. Donc les trilogues, ça veut dire que c'est les 3 institutions européennes qui sont en train de se mettre d'accord sur une version finale. Il y a déjà eu beaucoup d'allers-retours. Il y a beaucoup de discussions, mais en tout cas, l'entrée en vigueur devrait se faire dans les prochains mois. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est d'une actualité brûlante. Ok, eh ben, écoute, Michel, il y a des questions dans le chat. On va y revenir après les chroniques.
Comme nos auditeurs le savent, quand on a autant de questions, eh bien, parfois on dépasse nos 45 minutes, on va jusqu'à 1 heure. Donc, on devrait pouvoir y répondre. Mais en attendant, je lance le jingle de l'India, car je fais animateur et ingénieur du son en même temps. Jingle. Alors, sans transition dans ma chronique communication, Michel, lors de l'émission 61, donc il y a 15 jours, nous avons parlé des émotions dans le monde du travail, comment les identifier, les gérer et les exprimer. Aujourd'hui, on va plus loin puisque nous allons parler des émotions de substitution. Alors, c'est un sujet, moi, que je trouve passionnant puisqu'il est peu connu et lorsqu'on s'y intéresse, on apprend beaucoup de choses sur soi, déjà, dans un premier temps. Et il nous permet ensuite de mieux comprendre les réactions et les comportements de nos interlocuteurs. Alors, Pierre, tu te demandais qu'est-ce que c'est que les émotions de substitution? En fait, elles se produisent lorsque nous ressentons une émotion, mais au lieu de l'exprimer ou de la reconnaître directement, nous la remplaçons par une autre émotion qui peut sembler plus socialement acceptable ou moins intense. Ce processus, en fait, peut se produire de manière consciente ou inconsciente. Alors, Audrey, je vais vous donner évidemment un premier exemple. La colère, on va parler de la colère. On est face à quelqu'un qui est en colère. Première hypothèse, est-ce qu'il est en colère contre lui-même? Dans ce cas, on appelle ça une colère frustrée. Cette émotion de substitution masque l'émotion authentique, qui est la tristesse. La situation confrontante, c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Dans cet exemple, la personne n'arrive pas à se confronter à sa tristesse et alors elle va développer une autre émotion à la place. En fait, c'est une manière de se protéger émotionnellement. Deuxième exemple, Pierre, toujours avec la colère. Cette fois-ci, ce qui est exprimé, c'est une colère contre quelqu'un ou quelque chose, ce qu'on appelle une colère attaquante. Derrière cette colère attaquante peut se cacher l'émotion authentique qui est la peur. Pour certaines personnes, en fait, il est difficile de reconnaître ou d'exprimer sa vulnérabilité. Il ne sait pas le faire. C'est inconfortable pour lui. Alors, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de s'engager. Ça peut être aussi la peur de ne pas être digne de confiance. Comme il ne sait pas se confronter à cette émotion authentique, il utilise la colère pour masquer sa fragilité. Par exemple, une personne peut éprouver de la déception au travail, mais exprimer cette émotion en fait sous forme d'irritation envers des collègues sur des sujets mineurs. Elle peut ne pas vouloir montrer sa vulnérabilité ou sa déception réelle. Alors, elle substitue ses émotions par quelque chose de plus socialement acceptable, comme l'irritation. On va maintenant parler d'un autre type de personnalité qui ne sait pas exprimer sa colère. Parce que c'est une émotion qui n'est pas acceptable pour lui, il ne sait pas se mettre en colère. Dans ce cas, l'émotion qu'il va exprimer, c'est la tristesse. La personne, dans son comportement, montre de la tristesse, dans son expression aussi. Et là encore, cette émotion, elle le protège émotionnellement, mais elle ne lui permet pas de se mettre face à la véritable problématique. En coaching, en fait, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être face à des clients qui exprimaient de la tristesse face à un événement professionnel. Je leur pose la question suivante. Qu'est-ce qui te met en colère? Donc la personne me regarde interloquée, puis s'interroge et exprime, même si ça prend du temps, l'émotion authentique avec laquelle elle n'a pas su se confronter. Dans ce cas, évidemment, c'est une libération. On va pouvoir exprimer le vrai problème et évidemment, s'il est exprimé, il est en partie résolu. Je vous ai donné ici quelques exemples d'émotions de substitution. Les reconnaître et les comprendre peut être important pour une communication et des relations interpersonnelles saines. Cela permet aussi de traiter les problèmes sous-jacents plutôt que simplement répondre aux émotions substituées, ce qui peut ne pas résoudre le véritable problème. Pierre, Audrey, Michel, essayez de vous poser les bonnes questions
face à des situations récentes que vous avez vécues. Est-ce que l'émotion exprimée était réelle ou substituée? On ne t'entend plus, Pierre. Me revoilà, mais je suis triste que ta chronique soit finie, mais ce n'est pas de la colère. Donc, je n'ai pas d'émotion de substitution. C'est de la Voilà. tristesse. C'est juste de la tristesse que ta chronique soit finie. Mais la joie arrive, car la chronique d'Audrey arrive. Get the fever. Merci Pierre, et c'est donc avec joie aujourd'hui que j'ai envie de vous parler du directeur juridique. Aujourd'hui, je vais vous donner les do's et les don'ts du recrutement du directeur juridique. Alors, dirigeant, fondateur, CEO, c'est pour vous que je parle et que je vous donne les conseils aujourd'hui. Premier point, pourquoi recruter un directeur juridique? Pour gérer le risque de l'entreprise, qu'il soit contractuel ou sur les sujets compliance, mais pas seulement, pour mettre en place des process contractuels, pour instaurer une culture juridique au sein de l'entreprise, pour négocier des contrats, gérer les sujets de propriété intellectuelle, de contentieux, de corporate, pour vous accompagner sur les sujets stratégiques comme les opérations de M&A, de financement ou encore de levée de fonds, pour être un véritable business partner, entendez support aux équipes opérationnelles, et aussi et évidemment un vrai trusted advisor, comme tu le dis très souvent, voire tout le temps, Pierre, c'est important. Pour intervenir sur des sujets stratégiques, également en conformité, éthique, affaires publiques, ou tous ces sujets qui viennent se rajouter au quotidien des juristes, en intelligence artificielle par exemple, comme tu nous l'expliquais Michel tout à l'heure. Pour être aussi le chef d'orchestre de la politique juridique et contractuelle du groupe, pour manager une équipe de juristes, pour piloter et challenger les cabinets d'avocats en externe. La liste pourrait être très longue, je vais m'arrêter là. En revanche, ne vous dites pas « je recrute un directeur juridique parce que ça fait bien ». Non, recrutez un directeur juridique car vous en avez besoin. Si, je vous assure, vous en avez besoin. Et ne vous dites pas, je recrute un DJ, donc c'est directeur juridique pour les intimes, pour supprimer tous les frais d'avocat. Non, ça n'arrivera pas. Non, beaucoup de sujets vont encore être traités par des experts externes. Et Pierre, je te vois du coup sourire, tu sais évidemment de quoi je parle. Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Deuxième point, comment recruter un directeur juridique? On commence par bien définir son besoin avec une vraie fiche de poste. Quels sont les sujets sur lesquels il ou elle interviendra ou n'interviendra pas? Quelles sont les compétences techniques attendues, mais aussi les compétences personnelles, la seniorité attendue? Donnez-vous les moyens d'avoir un bon directeur juridique, c'est-à-dire un profil capable de gérer les risques en amont, qui a assez de bouteilles pour avoir déjà vu d'autres situations et qui pourra vous donner le meilleur conseil. Ne vous dites pas, je prends un profil qui a 3 ou 4 ans d'expérience, il sera géré. Non, on ne peut pas demander à un profil junior ou middle de conseiller la direction comme le ferait un profil qui a déjà fait cela auparavant. Même si ce profil coûte beaucoup moins cher, car ça risquerait au final de peut-être vous coûter beaucoup plus cher. Donc ne demandez pas l'impossible. J'entends un profil qui sait tout faire, qui a tout vu, toutes les matières juridiques existantes et tous les sujets, ça n'existe pas. Visez plutôt un profil qui a 2, 3, voire 4 dominantes maximum. C'est déjà beaucoup et c'est même déjà très bien. Ce que vous devez attendre d'un directeur juridique, c'est qu'il sache manager un sujet, même s'il ne le connaît pas. Il doit savoir vers qui se tourner, vers quel expert et le piloter. Savoir dire non quand il ne sait pas faire. Ça, c'est vraiment très important. Sur la méthode de recrutement d'un directeur juridique, vous pouvez passer une annonce sur les job boards. Le job board, c'est tout ce qui est plateforme de recrutement, ou LinkedIn, bien sûr. Faire appel à un chasseur de tête, évidemment, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. L'idée est de vous faire bénéficier de notre réseau. Chez Fait Légal, on adore faire ça. Ou attendre qu'un directeur juridique tape à votre porte un beau matin. Mais je ne suis pas vraiment certaine que ça marche, Lindia. Une fois les profils identifiés, vous devez leur faire rencontrer le CEO, qui doit être le N+1. Ça, Pierre, évidemment, tu es d'accord avec moi. Rencontrez-vous là, évidemment, le DRH ou membre de son équipe. Et faites-les aussi rencontrer des opérationnels, 1 ou 2 directeurs de business avec qui le DJ sera amené à collaborer au quotidien.
Enfin, qui recruter comme directeur juridique? Eh bien, celui ou celle qui aura de solides compétences juridiques, une bonne expérience et qui pourra réellement conseiller la direction générale. Celui ou celle qui aura du leadership, qu'il ait ou non une équipe à manager. Parce que sans leadership pour driver la gestion du risque, sans leadership pour dire non ou au contraire oui, mais plutôt d'une autre manière, ça ne marchera pas. Il vous faut un bon négociateur pour accompagner le business au mieux et quelqu'un d'assez curieux pour comprendre les enjeux business. Il vous faut un bon communicant, un bon relationnel est primordial pour faire le lien entre la direction générale, les opérationnels et les équipes juridiques. Te voir caissier me rassure, Pierre. Un bon directeur juridique est celui qui est orienté résultats et solutions. Si c'est pour ressortir de réunion avec l'impression que votre directeur juridique vous a fait des nœuds au cerveau, c'est que ce n'est pas celui qui vous convient. Et donc, il vous faut celui qui va savoir gérer le risque, quel qu'il soit, quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Est-ce que ce n'est pas là le plus important, justement? Parce que finalement, si la personne ne coche pas toutes les cases, ne réunit pas toutes les compétences juridiques requises, mais qu'elle partage déjà les mêmes valeurs que vous et celles de l'entreprise, que ça matchera bien avec les équipes internes, que vous avez envie, encore une fois, de travailler avec cette personne, c'est sans doute la bonne. Dans un contexte où on parle d'intelligence artificielle, de technicité, de rentabilité, de restriction de coûts et de plein d'autres choses, Lyndia, Pierre et Michel, vous serez d'accord avec moi, j'en suis certaine. N'oublions jamais l'humain. Ah, c'est tellement bien ce que tu dis. J'allais te dire, le directeur juridique, c'est tant le savoir-être que le savoir-faire. C'est les deux à équivaleur. C'est absolument clé. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi, Lyndia, comme toujours. Audrey, pardon. Merci. Comme toujours, d'ailleurs. Je crois qu'on a des questions dans le chat. Et Lyndia, tu vas poser la première à Michel. Alors, première question de Virginie. Concernant les flux entrants, Michel, et notamment pour ce sujet à un droit privatif, personnalité, droit d'auteur, quels enjeux sur les approches opt-in, opt-out? La SACD semble militer pour le opt-out afin de permettre aux auteurs, je suis perdue, afin de permettre aux auteurs de refuser la mise à disposition de leurs œuvres. Eh bien, c'est une très bonne question. C'est une question qui va, oui, qui va directement, effectivement, sur le sujet des flux entrants. Moi, pour y répondre, pour peut-être expliciter davantage, c'est qu'effectivement, vous avez aujourd'hui la possibilité, quand vous détenez des droits privatifs, comme le dit la question, droit d'auteur notamment sur des contenus, de vous opposer à leur réutilisation dans un autre contexte. Et effectivement, si vous exercez ce droit, et la SACD, c'est la société qui gère les droits des artistes-auteurs, c'est une manière, évidemment, d'interdire à un acteur de l'intelligence artificielle d'entraîner ces données sur la base d'une collecte de données sur les contenus sur lesquels vous avez des droits d'auteur. Mais ça pose aussi la question, et c'est peut-être là où vous vouliez en venir dans votre question, c'était la question de savoir quel est le risque que prend quelqu'un qui réutilise lui-même, par exemple, en promptant une intelligence artificielle. Prompter une intelligence artificielle, c'est lui donner du contenu pour qu'elle travaille dessus. Donc, c'est par exemple en lui disant, voilà un extrait du dernier roman de Michel Houellebecq, est-ce que tu peux me le transformer en texte dans le style du dernier rappeur à la mode? En fait, là-dessus, c'est une illustration de la question qui se pose de savoir si vous, en violant le droit, l'opt-out qui a été exercé par la personne qui est l'auteur du contenu, qui a des droits d'auteur dessus, est-ce que vous commettez, par exemple, un acte de contrefaçon? C'est possible. Et en réalité, la réponse, elle viendra que par le contentieux et par l'office du juge qui nous dira qui identifiera les situations pathologiques et qui fixera les bonnes limites. Il y a une autre question, merci Michel déjà pour cette première réponse, une question de Soraya qui te dit bonjour, donc bonjour Soraya, quid de l'éditeur du logiciel sur la propriété des images générées par l'IA? Alors,
Alors, je suis pas sûr de bien comprendre cette question, mais donc je vais partir du postulat que la question, c'est de savoir quels sont les risques pris par l'éditeur du logiciel. Donc, imaginons par exemple le OpenAI, lorsque ils utilisent des images d'autres personnes. Ça fait écho à la question précédente, c'est que si ces images sont libres de droit, on n'a pas de sujet. Si elles font l'objet d'une protection par le droit d'auteur, ça dépend de la protection et donc en fait du droit concerné par cette protection. Le droit d'auteur français, c'est pas le même qu'aux États-Unis, par exemple. Et la question se pose aussi de la loyauté de cette utilisation qui en est faite par le client de cet éditeur. Et donc, on voit bien un peu toutes les parties prenantes. Vous avez la source de la donnée, vous avez l'éditeur du logiciel et vous avez le client de cet éditeur qui décide en réalité de l'usage qui en est fait. Et donc, si évidemment, pour donner un exemple concret, vous utilisez un contenu protégé par droit d'auteur pour en faire quelque chose d'obscène, tout en rendant la parenté avec l'œuvre initiale tout à fait patente et visible, vous engagez sans doute votre responsabilité aussi, et c'est pas seulement, entre guillemets, un sujet pour OpenAI, pour reprendre cet exemple. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des grands débats correct me, hein, mais des artistes dans leurs discussions à Hollywood en ce moment, c'est-à-dire justement, et on pourrait imaginer les éditeurs de logiciels aussi qui peut-être, ou les gens qui travaillent dans les sociétés de logiciels qui vont demander des garanties, c'est-à-dire qu'il y a un moment, là les acteurs demandent aux studios des garanties de ne pas se faire remplacer par de l'IA ou que les scénaristes ne soient pas remplacés par de l'IA, etc. Et donc on peut imaginer que peut-être à un moment, les graphistes, les gens qui travaillent dans cette industrie vont peut-être, je ne sais pas moi, se mettre en grève pour demander de telles garanties aussi aux éditeurs, parce qu'effectivement, sinon ça va vite devenir compliqué. Enfin, je ne sais pas si Bien le sûr. parallèle fait du sens, mais en tout cas, on le voit qu'à Hollywood, on est déjà dessus, quoi. On est déjà dedans, effectivement. Et c'est alors de mon point de vue, c'est aussi alors ça nous rapproche peut-être un peu dangereusement du risque que je voulais éviter, qui est d'avoir trop peur de se faire remplacer. Mais c'est ce qui est clair c'est que vous avez des enjeux de protection des parties prenantes traditionnelles, donc en fait des personnes physiques qui créent des contenus, qui créent du son, de l'image, du texte vis-à-vis du retraitement ultérieur de ces données. Et je suis certain que les États-Unis, comme souvent en la matière, vont nous donner des premières décisions avant l'Europe. On a une question de Sarah qui te demande, Michel, comment faire pour négocier avec des géants tels que Google, OpenAI, Bing, j'imagine, pour qu'ils fournissent des garanties dans leurs contrats, justement, lorsqu'on les a face à nous et qu'on veut utiliser ces solutions, mais ils se garantissent bien de donner quelques garanties que ce soit. C'est une excellente question. Évidemment, quand on négocie avec Google, on est en position d'infériorité quand on est un acteur qui n'a pas la taille de Google. Il faut quand même pas oublier qu'en fait, les outils d'intelligence artificielle ne sont pas l'apanage de Google & Co. C'est peut-être le défaut des exemples que j'ai utilisés, c'est que j'ai cité les gros, mais vous avez tout un tas d'acteurs français et même américains bien plus petits qui ont une volonté de gagner des parts de marché et donc qui peuvent être plus souples dans la négociation. Ça, c'est un peu la porte de sortie. Mais évidemment, vis-à-vis de Google, vous avez aujourd'hui une position de négociation compliquée. Ça n'empêche pas de vouloir essayer et de devoir essayer, s'il y a des clauses qui ne vous conviennent pas dans le contrat, et de prendre la décision en tant que juriste, in fine, d'y aller ou de ne pas y aller. C'est-à-dire, si on considère que le contrat de Google est excessivement risqué pour notre organisation, peut-être ne pas le faire. Et c'est ce que nous, parfois, on recommande aux clients, notamment en matière de droit des données personnelles, quand il y avait des transferts de données vers les États-Unis, à un moment où le transfert en fait, de données vers les États-Unis était juridiquement extrêmement compromis, on a parfois conseillé en fait, de changer de fournisseur ou alors d'obtenir des garanties.
Et c'est là vraiment que revient le rôle du juriste d'entreprise, d'évaluer le risque avec ses dirigeants et d'expliquer voilà, très concrètement tous les risques que contiennent ces contrats. Audrey, Oui, bah, je voulais juste lire une réponse de Frédéric, et leur tourne, donc vraiment très rapidement, et qui dit justement de l'importance de faire attention aux droits applicables et ne pas transposer sans prudence. La culture juridique US est beaucoup plus souple s'agissant des droits à l'image et des droits de pays que le droit européen et français. Donc difficile de négocier ces aspects à l'échelle internationale. Donc juste la remarque. Et j'aime beaucoup la question de Lucie, oui, tu veux la moi poser? aussi. Ouais, oui. Donc, Lucie te dit: «Bonjour Michel, est-ce encore possible de publier sous son nom propre, sous forme d'un livre, des contenus textuels améliorés via ChatGPT à partir d'un récit imaginaire personnel, sans verser de contrepartie à OpenAI?» Moi, je pense que oui, parce que si vous avez, si c'est des contenus textuels améliorés, c'est que vous avez déjà été l'auteur de ces textes. En plus, il y a un récit imaginaire personnel qui est là. Si vous demandez à ChatGPT, par exemple, de faire une revue, alors peut-être que je simplifie la question, mais une revue de l'orthographe, il n'y a pas une nécessité de verser de contrepartie à OpenAI. Quand je dis contrepartie, c'est au sens de droit de propriété intellectuelle, contrepartie financière pour l'utilisation du service. On voit que tous ces services deviennent de plus en plus freemium, voire payants. Donc, il y a peut-être, vous allez devoir passer par une licence d'utilisation individuelle. Mais si la question était une question de droit de la propriété intellectuelle, non, je ne suis pas. Je pense que c'est encore possible. OK. Merci Michel pour ta réponse. Et la toute dernière question, parce qu'il va falloir nous rendre l'antenne, comme on dit. Michel, est-ce que tu as un dernier conseil à nos auditeurs sur ces sujets justement, d'intelligence artificielle quand on est juriste? Euh, Cartographier les usages, vous êtes tous concernés, et je pense que c'est ça en fait le cœur. On a démystifié le sujet. Vous êtes tous concernés parce que vous êtes tous utilisateurs. Donc vous êtes peut-être pas tous OpenAI ou Google, mais vous avez tous des briques, vous avez tous des organisations complexes où il y a fort à parier que les équipes marketing, sales ou tech développeurs utilisent des outils d'intelligence artificielle. Faites une cartographie et saisissez-vous du sujet parce qu'il va être de plus en plus complexe. Donc, c'est le bon moment pour s'en saisir et avoir une maîtrise a priori. Et faites comme vous l'avez fait pour le droit des données personnelles, avec une démarche interne, peut-être une personne responsable de ces sujets en interne. Et si c'est vraiment nécessaire, parce que vous avez des sujets particuliers, développez, comme on le dit dans notre fiche pratique, une lecture réglementaire et soyez à l'initiative sur le sujet plutôt que d'attendre à quelle sauce vous allez être mangé. Oui, n'oubliez absolument pas de télécharger la fiche pratique dont je vais remettre le lien préparé par Parallèle Avocat. Et d'ailleurs, il y a dedans les coordonnées de Parallèle Avocat. Donc, je vais le redistribuer dès que je vais le retrouver. Bon, je ne le retrouve plus là tout de suite, mais tu l'envoies à Audrey. On va vous le remettre tout de suite. Michel, merci infiniment d'avoir participé, accepté notre invitation. J'espère que tu Merci. t'es amusé et que c'était c'était intéressant. J'espère à vous tous que l'émission vous a plu et que vous avez appris plein de choses aussi. Donc, on va se retrouver dans 15 jours. La date exacte, je ne l'ai plus en tête, mais je regarde le 28 novembre et nous serons avec Nathalie Dreyfus, avec qui nous allons parler propriété intellectuelle avec un petit focus sur les marques. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plein de conseils utiles sur ce sujet que nous n'avons pas encore abordé dans Legal Club Sandwich, eh bien, rejoignez-nous. On vous invite aussi à faire un tour, et là, Audrey va vous remettre les liens sur notre page où vous retrouverez tous les liens vers les podcasts de Legal Club Sandwich. On vous invite aussi à faire un tour sur Legal Club Sandwich, notre site sur lequel il y a une section articles et dans lequel nous publions régulièrement des articles, notamment sur le domaine du leadership et qui pourront peut-être vous être utiles et qui reprennent des idées ou des chroniques Audrey, Lindia et moi abordons.
Voilà, donc tout ça, vous l'avez bien en tête. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment en notre compagnie et en celle de Michel que nous tous. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de journée tout en parlant. Je cherche mon jingle. J'aurais vraiment pu faire de la télé en direct. Voilà qui est fait. Dans 15 jours, tout le monde. Merci à tous. C'est parti, jingle. See the money won't stay, fear me